trouver comment le vendre à la société de manière à ce qu'elle en ait envie. Il faut répondre à des attentes sociales. Et je crois que les chercheurs sont tous en train de se demander à quelles attentes sociales ils doivent expliquer qu'ils cherchent à répondre. C'est peut-être pas les bonnes, je ne sais pas s'ils se trompent ou pas. Ce qui est sûr, c'est qu'on a besoin de leurs travaux et que leurs travaux sont utiles. C'est pas du tout pour les contester que je dis ça. Moi, personnellement, j'ai des doutes sur la notion de service à des personnes âgées, par exemple. Parce que je connais plein de gens qui n'ont pas de boulot en ce moment. J'ai plein d'étudiants qui cherchent comment financer leurs études et qui vont travailler chez McDo ou faire garder la nuit et qui seraient peut-être très heureux qu'on leur propose de vivre avec une personne âgée, ce qui leur permettrait de disposer d'un toit, d'un couvert, de discuter tous les jours avec cette personne, d'avoir des vraies interactions de personne à personne, et qu'en tout cas ce serait plus écologique sur le vrai plan écologique d'avoir une créature biologique qui fasse ça, au-delà du fait que ça le nourrit et ça lui donne un boulot, que d'avoir une machine qui coûte très cher à fabriquer à base de composants non recyclables. J'ai l'impression que l'amalgame problématique qui est fait avec ces machines, et surtout quand elles sont humanoïdes, c'est que dès qu'elles sont présentées au public, elles courent le risque de devenir des phénomènes de foire en fait. Les gens vont être fascinés par ces machines-là, peut-être pas pour les bonnes raisons, parce qu'elles sont capables de danser, parce qu'elles sont capables de chanter ou autre, parce qu'elles sont capables d'aider quelqu'un à composer un numéro, mais j'ai l'impression que malheureusement, dès qu'elles tombent dans le grand public, elles courent le risque, peut-être pas toujours, d'être déplacées dans leur utilité. En fait. Je crois qu'on n'a pas encore défini quelle attente sociale on avait vis-à-vis de ces machines. J'ai envie de dire que c'est l'inverse, on leur donne un côté humanoïde parce que justement c'est plus grand public, donc ça facilite les fonds, etc. On peut avoir de ça aussi. Quoi. Alors, en tout cas, il semble qu'on soit en train de se rapprocher du projet de reconstruire un être humain. Alors, je me suis complètement laissé déborder par le temps, puis c'est votre faute aussi, vous posez des tas de questions. Donc, pour aller vraiment vers l'être humain et poser une question qui, cette fois-ci, prend une dimension un peu plus philosophique et puis qui nous renvoie à nous-mêmes, il y a des défis extraordinaires qui sont d'essayer de définir ce que serait une machine qui aurait une conscience. Maintenant, quand on parle d'intelligence, c'est souvent ce questionnement-là qui est au centre. Avoir une conscience de soi-même en particulier, puisque le problème de l'apprentissage, on sait par quel bout le prendre. Je ne dis pas qu'on a complètement résolu la question, mais on a des approches possibles. La question de la conscience, par contre, c'est un sacré défi qu'on ne sait pas du tout par quel bout prendre. Peut-être déjà parce qu'il est très difficile de définir ce qu'est la conscience. Donc, d'autre part, il est très difficile aussi, quand on a affaire à une machine, y compris quand on en est le concepteur, de faire une différence significative entre quelque chose qui est une conscience et quelque chose qui semble se manifester comme étant une conscience ou qui ressemble à une conscience. Est-ce que quelque chose qui se comporte comme s'il avait une conscience, ça veut dire qu'il a une conscience pour autant? Enfin, ce genre de questions, ça renvoie à toutes les questions qu'on peut se poser quand on travaille dans le domaine de la simulation. La simulation, c'est encore toute une partie de l'informatique dont on n'a pas du tout parlé. Et les gens qui travaillent sur des simulateurs se posent des questions sur la validité que ça a. Quelqu'un qui apprend à piloter un avion, actuellement, on ne va pas lui mettre un avion entre les mains, ça coûte cher, c'est fragile un avion. On apprend à piloter essentiellement avec des simulateurs de vol. On peut juger de l'intérêt et des performances du simulateur en jugeant de la qualité du pilote qui a suivi ce type de formation. C'est très indirect comme méthode de validation. Est-ce que le pilote est bon ou pas? Puis de toute façon, à un moment donné, il faudra bien le lâcher sur un vrai avion. En général, on met un copilote à côté. Et puis en général, ça se passe bien. Mais voilà. Est-ce que la simulation est de la même nature que ce que l'on essaie de fabriquer? Bon, vous parlez de conscience, en fait, et de niveau de conscience qu'on peut donner à une machine.
Et, Pour l'instant, personne n'a osé dire qu'il avait donné une conscience à une machine. non, Mais la science-fiction en a beaucoup rêvé. Je fais le parallèle avec des films que j'ai vus ou des livres que j'ai lus. Et vous dites, même avec les tests qu'on avait au début, qu'avec l'évolution, avec le temps, à chaque fois on affine et on dit que en fait, c'est dépassé à chaque fois. Et je trouve que en fait, c'est plus un problème oui, comme vous disiez, de philosophie, un petit peu, de se poser le problème de où est-ce que c'est la limite, plutôt que de science. Et du coup, je vois pas trop la limite qu'on peut faire entre les deux, en fait. C'est pas très clair. C'est pas des sujets faciles. Oui, effectivement, de la même manière qu'on s'est retrouvé coincé à essayer de définir ce qu'était une intelligence, mais on a contourné le problème en le prenant par différents bouts. On a dit, c'est d'une part la capacité de raisonner, et là on est plutôt du côté des systèmes à base de raisonnement, de l'interaction, de la communication, du dialogue, et puis on a dit d'autre part, c'est la capacité à se mouvoir dans l'univers, à être autonome, et là on est plutôt du côté des robots. Et puis on a dit aussi, c'est la capacité à analyser ce qui se trouve autour. Et puis après, on a travaillé en fait dans des tas de différences, dans des tas de directions différentes. Il y a des gens qui ont travaillé sur les réseaux neuronaux, qui ont essayé de travailler non pas avec des systèmes à base logique, binaire, traditionnelle, dans une démarche de programmation structurée, où en gros on décompose la résolution des problèmes sous la forme d'un certain nombre d'étapes qu'on aura identifiées. Enfin bon, je schématise beaucoup. Mais le principe des réseaux neuronaux, on essaie de simuler le fonctionnement du cerveau dans lesquels il y a des tas d'interconnexions qui se passent, on ne sait pas trop comment, mais il y en a potentiellement des milliards et des milliards qui peuvent se faire. Il y a donc des associations d'idées qui se créent, on ne sait pas trop comment. Mais les réseaux neuronaux, c'est des espèces de boîtes noires dans lesquelles il y a tout un tas de composants qui au départ ne sont pas reliés, mais auxquels on va faire réaliser toute une série de travaux. En fait, on retombe sur les systèmes à apprentissage, en parlant de ce domaine-là, mais c'est des systèmes à apprentissage qui ont pour caractéristique d'être effectués par des boîtes noires où on ne sait pas ce qui se passe à l'intérieur. C'est souvent un petit peu ça l'apprentissage, mais là c'est dès le départ dans la conception de ce qu'est le logiciel lui-même. Pour l'instant ça fonctionne avec, on a des systèmes à couches, à chaque couche on rajoute un peu de complexité. Ceci dit, pour l'instant on serait à un stade où il y aurait quelques milliers de neurones, c'est rien du tout. On en a des milliards et des milliards nous, dans le cerveau. Donc voilà, on ne sait pas, il y a sûrement des sauts qualitatifs qui se passent, mais les neurosciences essaient de travailler dans cette direction. On n'a pas parlé des neurologues, mais si on parle d'intelligence, on peut s'intéresser au cerveau. Les gens qui travaillent sur le cerveau, c'est les neurologues. Donc il y a toute une dimension des neurosciences où vous avez des informaticiens, des spécialistes de l'intelligence artificielle qui travaillent avec des neurologues qui sont eux plutôt du côté de la médecine. Mais des psychologues, parce que par exemple, il y a aussi des psychologues. Sur la conscience, et il y a des psychocogniticiens. La pathologie pour éclairer justement en négatif. Je suis en train de m'apercevoir qu'on arrive au bout de notre temps et qu'on n'a pas parlé de science-fiction. C'est extrêmement frustrant, mais vous avez vu, je suis bavarde. C'est ma faute. On a, dans la science-fiction, Bon, je passe très vite sur le robot style Asimov qui se comporte comme un être humain. On ne sait pas trop comment il a été créé, mais il est en gros indifférenciable. Alors, première question, si un jour on arrivait à avoir un robot qui a une conscience de lui-même et donc des objectifs, des projets, des désirs, je n'ai pas le temps de le développer, mais pour moi l'idée d'avoir une conscience de soi est indissociable de la nécessité d'avoir des pulsions, des désirs qui vous soient propres et qui sont profondément physiques et physiologiques à l'heure actuelle et que l'on ne sait pas encore simuler. Pour l'instant, on demande à l'ordinateur de réagir ou de faire un certain nombre de choses, mais il a envie de rien, l'ordinateur. Et ça fait une sacrée différence par rapport à nous. Et simuler
le fait d'avoir un projet ou une envie ou un désir, c'est une question extrêmement métaphysique et vertigineuse aussi. Enfin, on peut faire semblant, mais est-ce que ce sera pareil? Est-ce que la représentation est la même chose que la chose? C'est une très vieille question philosophique, hein. Bon, alors, au-delà, il y a une autre manière d'aborder l'intelligence artificielle qui est celle de la lier au réseau, à Internet, et on se rapproche un peu peut-être des systèmes multi-agents et de la vision du web sémantique. Peut-être que la fourmi n'a pas d'intelligence, mais peut-être que la fourmilière a une forme d'intelligence, même si nous n'avons aucune idée de la manière dont on pourrait communiquer avec la fourmilière. En changeant d'échelle comme ça, on a affaire à une autre forme d'intelligence, à une autre forme de dialogue qui est extrêmement mystérieuse. Nous n'en sommes qu'au début, mais la littérature de science-fiction a pas mal développé l'idée que c'est du réseau lui-même que naîtrait peut-être une forme d'intelligence un jour, et pas de chacun des composants des ordinateurs que l'on aura mis dessus, et qui, à eux seuls, restent dans des processus beaucoup trop maîtrisés et connus et enfermés. Bon, je me tais, vous avez sûrement des choses à dire. Il nous reste 5 minutes. Sur la science-fiction, on peut parler de ce que vous voulez. Oui. Est-ce que les probabilités bayésiennes sont utilisées dans les conceptions de... Moi, j'ai travaillé avec des modèles probabilistes de Bayes qui... en fait, les modèles de Bayes, je faisais ça dans mon travail de thèse quand je faisais du traitement automatique des langues. Le principe, c'est qu'on a des séquences d'événements sur lesquelles on peut établir des probabilités, ce qui fait que quand on est dans une situation donnée, on a 1 ou 2 événements qui se produisent, on reconnaît le fait qu'on est dans une séquence et on peut faire des prédictions sur ce qui va se passer après, probablement. Et dès qu'on se retrouve comme ça dans des situations prédictives où on dit en gros on s'attend à ce qu'il se passe ça, c'est très intéressant parce qu'on peut commencer à prévoir que s'il se passe ça, alors on fera ça, mais par contre s'il se passe ça, on va aller dans un autre type de réaction. Oui, les modèles probabilistes, ceux-là ou d'autres, sont très très exploités dès qu'on fait de l'apprentissage et dès qu'on fait de l'analyse de séquences d'événements indéterminés. Ben voilà, mais comme on a su le mécaniser, est-ce que c'est de l'intelligence? On en revient toujours là. Ça n'en est peut-être plus parce qu'on sait dire ce que c'est. Comme pour être dans la science-fiction, comme conseil de lecture, et le roman de Jean-Michel Cruon, Le successeur de Pierre. Oui, Le successeur de Pierre, oui. Qui est d'ailleurs, c'est un spécialiste du domaine. Oui. Et justement, c'est un des rares romans de science-fiction où on n'a pas une intelligence artificielle qui est vraiment mimétique et sans qu'on explique pourquoi. Là, l'intelligence artificielle est assez étrangère finalement et est inspirée des différents domaines justement des labos d'intelligence artificielle. Donc, oui, tout à fait. Et c'est très intéressant pour ça parce que c'est pas l'intelligence artificielle de science-fiction classique. Ceci dit, elle n'est pas toujours naïve, hein, l'intelligence artificielle de science-fiction. Dans la culture, si je ne dis pas de bêtises, les IA ont leur propre but, Alors, à partir du moment où ils ont accédé à une forme de conscience et où ils ont leurs propres désirs, on peut imaginer que ces désirs les conduisent, par exemple, à réclamer la citoyenneté, à avoir un statut au milieu de la société. Ensuite, on peut imaginer que leurs propres désirs ne sont pas forcément compatibles avec les nôtres. Pourquoi ne voudraient-ils pas prendre le contrôle du monde? Et puis est-ce qu'ils ne vont pas considérer... Moi, j'aime bien Makhno de Jean-Marc Ligny, qui c'est un point de vue intéressant. C'est, entre autres choses, on y trouve la vision que les intelligences artificielles ont des humains et de tous leurs défauts et de leurs faiblesses. Alors, évidemment, c'est une vision idéalisée des IA, hein, qui considèrent les humains et leurs limites. Mais de toute façon, cette idée, on l'avait déjà un petit peu dans 2001, déjà, avec Hall, qui considérait que si la mission était le plus important, et la seule chose qui pouvait mettre en échec la mission, c'était
la faiblesse du facteur humain qu'il fallait donc éliminer, puisqu'il y avait un objectif prioritaire. Et toutes les nouvelles d'Asimov sur les robots Il y en a une très belle. posent la question des objectifs ou des désirs propres des robots et de la manière dont ils vont être hiérarchisés et la manière dont on pourra contrôler. Ce que je reproche souvent dans l'intelligence artificielle en SF, c'est qu'elles sont trop mimétiques de notre Alors intelligence. moi, le conseil de lecture que je vous donne, c'est Harley avait un an de David Gerold, qui est un roman pas très récent, mais qui pose d'une manière extraordinaire la question du moment où la conscience s'éveille dans un programme informatique qui du coup est en train de devenir une IA. C'est le moment où il devient une intelligence et il le devient par le dialogue qu'il établit avec l'être humain qui est en face de lui. Ça ressemble peut-être un peu sur le principe, c'est le cycle éveil, éveil, merveille de Robert J. Sawyer. J'ai pas lu ça. Comment tu nous redis le titre? Alors, le titre en français, ça s'appelle Éveil. C'est le premier tome, c'est l'éveil de l'intelligence, ensuite veille et merveille. Éveil de Robert J. Sawyer. Alors oui, Sawyer. En anglais, je ne me rappelle plus. Ce qui est intéressant, c'est justement l'éveil d'une intelligence dans le réseau, c'est l'intégralité du réseau. C'est une des thématiques qui découle tout naturellement du cyberpunk. Voilà. L'omniprésence de la technologie et des réseaux. L'autre chose intéressante, c'est... On n'a pas parlé de Roland Wagner. Il faudrait absolument parler de son Aya qui est extraordinaire. On va sans doute en parler. Juste ça, c'est que contrairement à beaucoup de romans sur l'intelligence artificielle, elle n'est pas forcément mauvaise en soi. Ah non, non, elle est très fantaisiste d'ailleurs, elle a beaucoup d'humour, de légèreté, elle est très ludique. Du côté mauvais expéditif, tout récemment, on a eu Robopocalypse qui est sorti il y a un mois et qui pose justement le problème de l'intelligence artificielle qui se retourne contre les humains et qui va créer un programme multi-agent à l'échelle mondiale et qui va réussir à relier toutes les machines pour les amener à se révolter en fait. Mais sauf qu'elle se révolte en 15 minutes, top chrono. En 15 minutes, elle prend le contrôle d'un serveur qui aurait permis aux humains de la couper manuellement et elle accède à la conscience presque immédiatement. Alors il y a plein de romans sur ce thème. Alors moi j'avais mis Le monde de la culture de Banks, évidemment Les robots d'Asimov, Les cavernes d'acier aussi, Harley avait un an de Gerold, je vous l'ai dit, La cité des permutants de Greg Egan. De toute façon Egan il est génial sur ce thème-là, comme sur beaucoup d'autres. L'IA et son double de Westerfeld, qui est un très beau bouquin. Les histoires de robots de la grande anthologie de la SF, évidemment. Il y a Spielberg, qui est quand même intéressant aussi, avec son AI. Pinocchio, oui. Pinocchio, oui. Mais c'est la thématique, c'est le mythe de Pinocchio, oui. Oui, version robotique. Oui, très bien fait d'ailleurs. Mais d'ailleurs, pour la conscience, c'est ça. Hein, le rapport au Japon est lié à ça, c'est parce qu'ils ont un rapport très particulier aux marionnettes. Alors moi, il y a une nouvelle que j'ai lue il n'y a pas longtemps, c'est une de Resnick qui est assez extraordinaire, où c'est un curé qui a un robot qui l'aide et qui écoute ses sermons et qui commence à se poser des questions théologiques et qui, au bout d'un moment, commence à croire. Et là, le curé, qui est quelqu'un de très ouvert, ça lui pose problème, parce qu'à un moment, le robot lui dit « Mais je crois en Dieu, etc. Est-ce que j'ai une âme ?» Et il ne sait pas lui répondre. Donc purement philosophique, mais j'avais jamais vu aborder l'angle purement spirituel, quoi. Fascinant pour la science-fiction, hein. À mon avis, il y a de quoi aspirer encore comme un docteur. Mais je crois que je vais me faire assassiner par ceux qui sont derrière la porte. Donc, merci pour ces échanges intéressants et dynamiques. Et continuez bien à profiter de tout ce qui se passe ici.